Le claquement sec de l'essieu brisé déchira l'air brûlant du désert du Nevada, tel un coup de feu tiré à bout portant, scellant instantanément le destin de tous ceux qui voyageaient à bord. Ce bruit sinistre fut immédiatement suivi par le hurlement terrifié des chevaux et les cris des passagers alors que la diligence, déséquilibrée, basculait violemment sur le côté. Catherine Zimmermann n'eut que le temps de s'agripper désespérément à la sangle de cuir brut de son siège avant que son monde ne sombre dans le chaos. Le bois éclatait, le verre explosait en milliers de fragments coupants, et la terre semblait vouloir les avaler tout entiers. Nous étions en juin 1876, et ce qui aurait dû être un voyage de routine entre Sacramento et Virginia City venait de se transformer en un cauchemar absolu, à 60 km de toute civilisation. Lorsque le véhicule disloqué s'immobilisa enfin au fond d'un ravin peu profond, le silence qui suivit fut plus terrifiant encore que le fracas de l'accident. Ce n'était pas un silence paisible, mais une absence lourde, oppressante, seulement troublée par le sifflement du vent chaud qui balayait la carcasse de bois tordu. Catherine reprit conscience lentement, le goût âcre de la poussière et du cuivre envahissant sa bouche. Une douleur lancinante irradiait depuis sa cheville gauche, remontant le long de sa jambe par vagues violentes, lui arrachant un gémissement involontaire. Sa robe de voyage bleue, jadis impeccable, symbole de sa vie ordonnée de Boston, était désormais déchirée et souillée, maculée d'un sang qui n'était pas seulement le sien. Désorientée, la gorge sèche, elle s'appuya sur ses coudes écorchés pour s'extraire de sa torpeur et évaluer l'étendue du carnage. La lumière crue du soleil de midi inondait la scène d'une clarté impitoyable. Le conducteur et le garde armé avaient disparu, probablement éjectés lors des premiers tonneaux. À l'intérieur de l'habitacle dévasté, 2 hommes gisaient immobiles près de ce qui restait de la portière. Face à elle, la vieille dame avec qui elle avait échangé quelques politesses plutôt gémissait doucement, une blessure profonde marquant son front. Catherine tenta d'appeler, mais sa voix ne fut qu'un croassement rauque. Elle rampa vers la femme âgée, ignorant la protestation brûlante de sa propre cheville, mais avant même qu'elle ne puisse l'atteindre, les gémissements cessèrent. Le dernier souffle de vie s'évapora dans l'air sec, laissant Catherine seule, désespérément seule. Les larmes tracèrent des sillons propres sur ses joues couvertes de crasse alors que la réalité s'abattait sur elle avec la force d'un marteau. Elle avait 22 ans, elle était institutrice, et elle avait traversé le continent pour commencer une nouvelle vie, fuyant les dettes et les souvenirs douloureux de l'Est. Tout ce qu'elle possédait au monde, ses livres, ses vêtements, ses souvenirs de famille, gisait désormais éparpillé dans la poussière rouge du Nevada. La compagnie de diligence avait bien mentionné les bandits, mais personne ne l'avait préparée à la violence mécanique d'un accident, ni à la brutalité indifférente de ce paysage sauvage. Elle rassembla ses dernières forces pour s'extirper de l'épave, se traînant sur le sol brûlant pour s'adosser à une roue brisée. Autour d'elle, le désert s'étendait à l'infini, une mer de broussailles et de roches sous un ciel d'un bleu aveuglant. Elle réalisa avec une terreur glacée qu'il faudrait peut-être des jours avant que quiconque ne remarque leur retard, et sans eau, sous ce soleil de plomb, ses heures étaient comptées. L'air tremblait au-dessus du sol calciné, créant des mirages liquides qui narguaient la soif grandissante de Catherine. Elle tenta de rassembler ses esprits, luttant contre la panique qui menaçait de la submerger telle une marée noire. D'une main tremblante, elle fouilla dans les débris à sa portée, parvenant à récupérer une petite gourde cabossée, quelques biscuits durs éparpillés hors de son réticule, et un châle en laine qu'elle drapa maladroitement sur sa tête pour se protéger de l'assaut implacable du soleil. Chaque mouvement lui arrachait une grimace. Sa cheville, désormais enflée et violacée, pulsait comme un second cœur, rythmant sa souffrance. Elle réalisa avec une lucidité terrifiante que sans aide, elle ne survivrait pas 48 heures dans cette fournaise. Le désert ne pardonnait pas la faiblesse, et elle se sentait infiniment petite, une simple égratignure sur la surface indifférente de la terre. C'est alors qu'un son, distinct du sifflement du vent, attira son attention. Un martèlement sourd, rythmé, qui fit vibrer le sol contre sa paume. Elle releva brusquement la tête, plissant les yeux à travers la brume de chaleur. Au loin, une silhouette solitaire se détachait de l'horizon, une forme sombre naviguant dans les vagues de chaleur. Un immense soulagement l'envahit, immédiatement tempéré par une prudence instinctive. On l'avait prévenu, dans l'Ouest sauvage, tout étranger n'était pas un sauveur, certains étaient des prédateurs bien plus dangereux que les éléments. Elle serra le goulot de la gourde comme une arme dérisoire, retenant son souffle alors que le cavalier approchait. Il ne galopait pas, mais avançait au pas, observant la scène avec une lenteur calculée. L'homme immobilisa sa monture à quelques mètres de l'épave. Il était grand, même assis en selle, avec des épaules larges qui semblaient porter le poids du monde sans fléchir. Sa peau, tannée comme du cuir ancien,
témoignait de décennies passées sous ce ciel impitoyable, et une barbe de plusieurs jours ombrait sa mâchoire carrée. Un fusil était solidement fixé à sa selle, et un revolver reposait à sa hanche avec une familiarité inquiétante. D'une voix grave, rendue rude par la poussière et le tabac, il lança « Y a-t-il quelqu'un de vivant là-dessous » Catherine agita frénétiquement son mouchoir, sa voix ne formant qu'un murmure brisé. « Ou, s'il vous plaît, aidez-moi » L'inconnu mit pied à terre avec une grâce fluide, surprenante pour un homme de sa carrure, et s'approcha en balayant les alentours du regard, ses yeux d'un vert saisissant, presque surnaturels au milieu de ce visage bruni, se posèrent enfin sur elle. Il ne sourit pas, mais s'agenouilla près d'elle avec une économie de mouvement qui trahissait un homme d'action plutôt que de parole. « Je m'appelle Henry Blackwell, dit-il simplement. Contremaître pour le ranch Diamond Bay. Que s'est-il passé » Catherine tenta de se redresser, grimaçant de douleur. « Catherine Zimmerman » L'essieu a cassé. « Nous avons roulé » Elle ne put terminer, son regard dérivant vers les corps silencieux. Henry hocha la tête, une ombre passant dans son regard, il comprenait sans qu'elle ait besoin de détailler l'horreur. Ses mains, larges et calleuses, se posèrent sur la cheville de Catherine pour l'examiner. Contre toute attente, son toucher était d'une délicatesse experte, précis mais étonnamment doux. « Ce n'est pas cassé, je ne pense pas, mais c'est une entorse sévère, diagnostiqua-t-il en se relevant pour scruter l'horizon. Vous ne marcherez pas là-dessus avant longtemps. » Il marqua une pause, calculant mentalement. La ville la plus proche est Lovelock. Mais c'est à 30 kilomètres d'ici, à travers un terrain accidenté. 30 kilomètres. Le chiffre tomba comme un coup près. Catherine sentit le désespoir la gagner à nouveau. C'est impossible, souffla-t-elle. Henry la regarda alors, vraiment regardée, pour la première fois. Mon cheval ne peut pas porter 2 personnes dans les ravines étroites qui nous attendent, expliqua-t-il calmement, avant d'ajouter avec une détermination tranquille, je vais devoir vous porter. Vous comptez me porter sur 30 kilomètres, répéta Catherine, l'incrédulité luttant avec l'espoir dans sa voix brisée. Mais Henry ne répondit pas tout de suite. Son regard vers ce voilà d'une gravité soudaine alors qu'il balayait une dernière fois la scène du désastre. Pas tout de suite, corrigea-t-il doucement. On ne peut pas les laisser ici, à la merci des charognards. Ce ne serait pas chrétien. Il parlait des morts, et dans cet instant suspendu, Catherine comprit qu'elle n'avait pas affaire à un simple vacher itinérant, mais à un homme régi par un code d'honneur silencieux et inébranlable. Malgré ses protestations initiales sur l'urgence de partir, elle se tut, touchée par sa décence. Henry sortit une pelle pliante de sa sacoche de sel et se mit au travail sous le soleil déclinant. Catherine, incapable de se tenir debout, s'assit à l'ombre projetée par la carcasse de la diligence. Elle l'observa creuser le sol dur et rocailleux, chaque coup de pelle témoignant d'une force brute et maîtrisée. Sa chemise se trempa rapidement de sueur, collant à son dos large, dessinant les muscles qui travaillaient sans relâche. Il ne se plaignit pas, ne ralentit pas. Il enterra le conducteur, le garde, les passagers, et la vieille dame, traitant chaque corps avec un respect solennel qui fit monter les larmes aux yeux de la jeune institutrice. Pour se rendre utile, elle rassembla des débris de bois, avec des bandes déchirées de son jupon, façonna des croix de fortune. C'était un adieu dérisoire, mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir. Lorsque le dernier monticule de terre fut en place, le crépuscule commençait à peindre le ciel de teintes violacées et sanglantes. Henry s'approcha d'elle, essuyant son front d'un revers de manche. Il semblait fatigué, mais ses yeux restaient vigilants. « Je dois m'occuper de cette cheville avant la nuit », dit-il en s'agenouillant à ses pieds. « Si elle gonfle trop dans la botte, je devrai couper le cuir, et vous aurez besoin de vos chaussures. » Catherine sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues, une gêne soudaine à l'idée de cet homme inconnu touchant sa jambe. Mais la douleur pulsatile l'emportait sur la pudeur. Avec une délicatesse qui contrastait saisissant avec la rugosité de ses paumes, Henry délaça sa bottine. Lorsqu'il retira la chaussure, la libération de la pression fut si intense que Catherine laissa échapper un soupir tremblant. Il prit son pied dans ses mains larges et calleuses, ses doigts explorant l'articulation enflée avec une précision presque médicale. La peau de ses mains était rêche comme du papier de verre, mais sa prise était sûre et rassurante. « Ça va faire mal », prévint-il doucement, ses yeux verts ancrés dans les siens. Avant qu'elle ne puisse répondre, il manipula l'articulation pour la remettre dans un axe plus naturel avant de la bander fermement avec des lanières de tissu propres tirées de sa propre besace. La douleur fut fulgurante, blanche et aiguë, mais elle passa rapidement, remplacée par le soutien ferme du bandage.
Il y avait une intimité forcée dans ce geste, une connexion physique brute née de la nécessité. À genoux dans la poussière, tenant le pied d'une femme qu'il venait à peine de rencontrer, Henry Blackwell venait de franchir une barrière invisible. Il releva la tête, et pendant une seconde, dans le silence tombant du désert, ils ne furent plus une dame de Boston et un cow-boy du Nevada, mais simplement un homme et une femme liés par la survie. « Nous dormirons ici ce soir », déclara-t-il en se relevant, rompant le charme. « Demain, l'épreuve commence. » L'aube déchira l'horizon avec une violence spectaculaire, inondant le désert de nuances d'ocre et d'améthyste qui auraient coupé le souffle à Catherine en d'autres circonstances. Mais ce matin-là, la beauté du lever de soleil ne signifiait qu'une chose. La chaleur allait bientôt revenir, plus féroce encore que la veille. Henry était déjà debout, affairé à effacer les traces de leur bivouac sommaire avec une efficacité militaire. Il avait préparé un café noir et fort dans une petite casserole en fer-blanc, et après lui en avoir tendu une tasse fumante, il se tourna vers elle, son visage impénétrable sculpté par les premières lueurs du jour. Le moment de vérité était arrivé. Il n'y avait pas de diligence de secours, pas de miracle à l'horizon, seulement cet homme, ses bottes usées, et les kilomètres de terre hostile qui les séparaient de la civilisation. « Il faut y aller, Miss Zimmerman », déclara-t-il en posant la tasse vide. « Le soleil n'attendra pas. » Il s'approcha et tourna le dos à Catherine, fléchissant les genoux pour se mettre à sa hauteur. « Montez !» L'ordre était simple, dénué de toute connotation romantique, purement pratique. Pourtant, Catherine sentit une vague de chaleur lui monter aux joues, une gêne intense qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. Elle, une dame éduquée de Boston, habituée aux convenances rigides de la société, allait devoir s'accrocher au dos d'un inconnu comme un sac de farine. « Je ne peux pas. Je suis bien trop lourde pour une telle distance, » protesta-t-elle faiblement, la mortification lui nouant la gorge. Henry laissa échapper un rire bref, un son grave qui vibra dans sa poitrine. « J'ai porté des veaux égarés bien plus lourds que vous pendant des tempêtes de neige, » rétorqua-t-il sans se retourner. Et ils se débattaient, eux. « Allez, en selle. Nous perdons du temps. » N'ayant plus d'arguments et encore moins d'alternatives, Catherine obtempéra. Elle passa ses bras autour de son cou, sentant la texture rêche de sa veste en toile, et se laissa hisser. Henry se releva avec un grognement d'effort à peine perceptible, ajustant sa prise sous les cuisses de la jeune femme pour sécuriser sa charge. La proximité était soudaine, vertigineuse. Catherine se retrouva plaquée contre son dos large, son visage enfoui près de son épaule. Elle fut immédiatement enveloppée par son odeur, un mélange viril et terreux de cuir, de fumée de feu de camp, de savon bon marché et de cette odeur indéfinissable de l'homme qui vit dehors. Il siffla brièvement, et son cheval, docile, emboîta le pas derrière eux alors qu'Henry entamait sa marche. Les premiers pas furent maladroits, le temps que chacun trouve son équilibre, mais très vite, une cadence s'installa. C'était un rythme hypnotique, lourd et régulier. À chaque foulée, Catherine sentait les muscles du dos d'Henry jouer sous la chemise, une mécanique de puissance et d'endurance qui la fascinait autant qu'elle l'effrayait. Elle était douloureusement consciente de son propre poids pesant sur lui, de la façon dont ses bras encerclaient sa gorge, de l'intimité forcée de leur corps soudés par la nécessité. Alors que le soleil commençait son ascension impitoyable, transformant l'air en plomb, la honte initiale de Catherine commença à s'effacer, remplacée par une admiration silencieuse et grandissante. Cet homme ne la portait pas seulement physiquement, il portait sa survie, son avenir, sa vie entière, et il le faisait sans un mot de plainte, avançant pas après pas dans l'immensité du désert. Lorsque le soleil disparut enfin derrière les crêtes déchiquetées à l'ouest, le désert subit une métamorphose violente. La chaleur écrasante qui avait martelé leur corps toute la journée s'évapora en quelques minutes, aspirée par le ciel immense, pour être remplacée par un froid sec et pénétrant. C'était l'un des pièges les plus cruels de ces terres arides. Le jour tentait de vous tuer par le feu, et la nuit par la glace. Henry avait choisi un creux abrité par quelques rochers et des buissons de mesquite pour établir leur campement sommaire. Il y déposa Catherine avec une précaution infinie, comme si elle était faite de porcelaine précieuse et non de chair et de sang, avant de s'éloigner pour ramasser du bois mort. Catherine, assise sur la couverture qu'il avait étalée pour elle, sentit un frisson incontrôlable la parcourir. Sa robe déchirée n'offrait qu'une protection dérisoire contre la chute brutale des températures. Elle serra ses bras autour de son buste, ses dents commençant à claquer doucement. Elle observait Henry s'affairer. Il bougeait dans la pénombre avec une économie de gestes fascinante, allumant un petit feu qui se mit bientôt à crépiter joyeusement, projetant des ombres dansantes sur son visage concentré. Sans un mot,
Il se leva, retira sa lourde veste doublée de peau de mouton, et s'approcha d'elle. Avant qu'elle ne puisse protester par politesse, il posa le vêtement sur ses épaules. Le poids du manteau fut un choc, mais sa chaleur fut une bénédiction. En s'enveloppant dedans, Catherine fut submergée par une sensation d'intimité vertigineuse. La veste gardait encore la chaleur de son corps, et cette odeur masculine de tabac, de cuir et de grand air l'enveloppa comme une étreinte invisible. « Vous allez geler » murmura-t-elle, levant les yeux vers lui, coupable de prendre son unique protection. Henri haussa les épaules, s'asseyant de l'autre côté du feu pour préparer leur maigre repas. « J'ai l'habitude, » répondit-il simplement, tendant ses mains vers les flammes. « Et j'ai la peau plus dure que la vôtre, Catherine. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom sans le faire précéder de Miss. Dans le silence monumental du désert, sous un dôme d'étoiles si brillant qu'il en paraissait irréel, les règles strictes de la société bostonienne semblaient soudain absurdes, des vestiges d'un autre monde. Ici, il n'y avait ni salon, ni titre, ni chaperon. Il n'y avait que le crépitement du bois sec et le souffle du vent. Henri lui tendit une tasse en fer-blanc remplie de café noir et un morceau de viande séchée. Ce repas était rudimentaire, presque primitif, mais Catherine n'avait jamais rien goûté de plus réconfortant. Ils mangèrent en silence, mais ce n'était pas le silence gêné des étrangers forcés de cohabiter. C'était un silence lourd de sens, une reconnaissance tacite de leur situation précaire. Catherine regardait cet homme à travers les flammes, notant la fatigue qui creusait ses traits, les cernes sous ses yeux verts, et pourtant la vigilance constante de son regard qui scrutait l'obscurité au-delà de leur cercle de lumière. Elle réalisa avec un pincement au cœur qu'il veillerait sur elle toute la nuit, qu'il se priverait de sommeil pour s'assurer qu'aucun coyote ni aucun bandit n'approche. Dans cette immensité hostile, isolée du reste de l'humanité, une connexion invisible se tissait entre eux, plus solide que l'acier, plus chaude que le feu qui les séparait. Elle ne se sentait plus comme une victime d'accident, ni comme une institutrice perdue, elle se sentait, étrangement, en sécurité. Le deuxième jour n'apporta aucune clémence. Alors que le soleil grimpait inexorablement vers le zénith, transformant le paysage en une forge aveuglante, la douleur dans la cheville de Catherine s'était réveillée avec une férocité nouvelle. Chaque pas d'Henri se répercutait dans son corps endolori, et malgré la solidité rassurante de ses épaules, elle luttait contre une envie grandissante de pleurer, épuisée par la soif et l'inconfort constant. Henri, sentant sa tension ou peut-être entendant son souffle devenir plus court, brisa le silence monotone de leur marche. « Parlez-moi de Boston » demanda-t-il soudainement, sa voix grave vibrant directement contre la poitrine de Catherine plaquée contre son dos. « Je n'ai jamais franchi le Mississippi. À quoi ça ressemble, un endroit où l'on ne voit pas l'horizon ?» C'était une invitation, une distraction offerte avec pudeur pour détourner son esprit de la souffrance physique. Reconnaissante, Catherine ferma les yeux, laissant son esprit voyager loin de la poussière rouge. Elle commença à décrire les rues pavées luisantes après la pluie, l'odeur saumâtre du port rempli de navires marchands, et le bruissement feutré des grandes bibliothèques où le temps semblait suspendu. Henri l'écoutait sans l'interrompre, posant parfois une question précise qui trahissait une intelligence vive derrière son apparence fruste. Il voulait savoir comment les gens vivaient entassés les uns sur les autres, comment on pouvait respirer sans voir le ciel immense. « Et vous, Henri » demanda-t-elle doucement après un long moment, osant franchir la barrière de sa réserve. « Qu'est-ce qui vous a amené ici, au milieu de nulle part ?» Il marqua une légère hésitation dans sa marche, comme s'il pesait le poids des mots avant de les livrer. « La perte, je suppose, » répondit-il avec une franchise désarmante. « J'ai perdu ma mère en couche quand j'avais 12 ans. C'est là que l'enfance s'est arrêtée. Puis la guerre est arrivée. » Il ne précisa pas laquelle, mais le ton sombre de sa voix évoquait sans peine les horreurs de la guerre de sécession. « Après avoir vu autant de morts, autant de bruit et de fureur, j'avais besoin de silence. L'Ouest offre ce silence. Ici, un homme est jugé sur ce qu'il fait aujourd'hui, pas sur qui il était hier. » Catherine fut frappée par la poésie brute de ses paroles. Elle avait imaginé un homme simple, un ouvrier agricole sans éducation, mais elle découvrait une âme complexe, marquée par les cicatrices de la vie mais pas endurcie par elle. « Vous parlez bien pour un homme qui prétend ne connaître que les chevaux, » murmura-t-elle. Il eut un petit rire sec. « Le propriétaire du ranch a une bibliothèque. Je lui emprunte des livres quand l'hiver bloque les routes. Shakespeare, Hugo. On trouve beaucoup de vérité dans les livres, même pour un cow-boy. » À cet instant, quelque chose changea imperceptiblement entre eux. La chaleur du désert sembla reculer un instant. Catherine ne sentait plus seulement les muscles d'Henri travailler sous ses bras, elle sentait l'homme lui-même.
Elle réalisa avec un trouble profond qu'ils n'étaient pas si différents. Elle, l'intellectuel fuyant la ruine, et lui, le soldat cherchant la paix, étaient deux âmes naufragées qui, contre toute attente, venaient de se reconnaître au milieu de l'enfer. Et alors qu'elle reposait sa joue contre son épaule poussiéreuse, elle ne se sentit plus du tout comme une étrangère. À midi, le désert cessa d'être un paysage pour devenir une entité hostile, une fournaise blanche et silencieuse déterminée à les briser. Le soleil, désormais au zénith, ne chauffait pas simplement la peau. Il semblait vouloir calciner les os même à travers la chair. Il n'y avait nulle part où se cacher, aucune ombre, pas même celle d'un rocher ou d'un cactus géant. Le monde n'était plus que lumière aveuglante et poussière en suspension. Catherine sentait le changement dans la démarche d'Henri. Le rythme régulier et hypnotique du matin s'était désarticulé. Ses pas devenaient plus lourds, traînants, et à plusieurs reprises, elle sentit ses bottes ripées sur les pierres instables du chemin. Sous ses bras, la chemise d'Henri était trempée, non pas d'une simple transpiration, mais d'une sueur abondante qui collait le tissu à sa peau brûlante. Elle pouvait sentir la chaleur émanée de lui par vagues, une fièvre d'effort qui l'inquiétait terriblement. Son souffle, qui avait été calme et mesuré, était devenu un râle rauque, sifflant à chaque inspiration, comme si l'air lui-même était devenu trop épais pour être respiré. « Henri, s'il vous plaît » souffla-t-elle près de son oreille, sa propre gorge sèche comme du parchemin. « Posez-moi. Nous devons nous arrêter. Vous allez vous tuer à cette allure. » Il secoua la tête, un mouvement saccadé qui fit voler des gouttelettes de sueur salée. « Pas d'abri, » grogna-t-il, sa voix réduite à un murmure éraillé. « Si on s'arrête ici, on cuit. Faut avancer, jusqu'au rocher là-bas. » Il mentait, ou peut-être se mentait-il à lui-même, car l'horizon tremblant de chaleur ne promettait aucun répit visible. Mais il continuait, un pas après l'autre, défiant la logique et la physiologie humaine par la seule force de sa volonté. Une vague de culpabilité, aussi brûlante que le soleil, submergea Catherine. Elle était un fardeau, un poids mort attaché à son dos, drainant ses forces vitales minute après minute. Elle observait la nuque d'Henri, rouge et luisante, les tendons de son cou saillant sous l'effort titanesque de la porter. Elle voulut descendre, ramper s'il le fallait, pour soulager ses épaules meurtries, mais elle savait qu'il ne le permettrait pas. Son entêtement était terrifiant, mais c'était aussi la chose la plus noble qu'elle ait jamais vue. Il trébucha soudainement, son genou pliant dangereusement sous lui. Catherine étouffa un cri, s'agrippant plus fort, mais il se rétablit in extremis, poussant un grognement de douleur étouffée. Il ne s'arrêta pas. Il réajusta simplement sa prise sur ses jambes et reprit sa marche infernale. À cet instant, collée contre son dos ruisselant, écoutant le martèlement affolé de son cœur contre ses côtes, Catherine comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de devoir ou de galanterie. Cet homme se consumait pour elle. Il offrait sa propre résistance, sa propre souffrance, pour qu'elle puisse vivre. Les larmes lui montèrent aux yeux, se mêlant à la poussière sur ses joues, non pas de peur, mais d'une émotion poignante et dévastatrice face à un tel don de soi. Dans l'enfer de ce midi sans fin, la gratitude de Catherine se muait lentement, douloureusement, en quelque chose de bien plus profond et irréversible. Lorsque le bruit cristallin de l'eau courant sur la pierre parvint enfin à leurs oreilles, il sonna comme une hallucination cruelle. Mais ce n'était pas un mirage. Devant eux, niché au creux d'une faille rocheuse, un mince filet d'eau serpentait, bordé d'une végétation maigre mais miraculeusement verte. Henri, puisant dans une réserve d'énergie qui semblait surnaturelle, franchit les derniers mètres avant de déposer Catherine avec une précaution ultime sur une plaque de mousse sèche. À l'instant même où il la lâcha, ses jambes se dérobèrent. Le colosse, qui avait défié le désert pendant 2 jours, s'effondra lourdement sur le sol, sa poitrine se soulevant par saccades violentes, cherchant un air qui semblait lui manquer cruellement. L'effroi saisit Catherine. Ignorant la douleur lancinante de sa cheville, elle rampa vers le bord du ruisseau, imbibant son mouchoir de batiste dans l'eau fraîche et limpide. Elle revint vers lui, le cœur battant à tout rompre. Henri gisait sur le dos, les yeux clos, le visage maculé de poussière et creusé par une fatigue abyssale. D'une main tremblante, elle passa le tissu gorgé d'eau sur son front brûlant, puis sur son cou, nettoyant la sueur et la crasse. Le contact de l'eau froide arracha un soupir rauque à l'homme inconscient, et ses paupières papillonnèrent avant de s'ouvrir. Ses yeux verts, voilés par l'épuisement, cherchèrent le visage de Catherine avec difficulté. « Vous êtes fou », murmura-t-elle, la voix étranglée par une émotion qu'elle ne pouvait plus contenir. Elle continuait d'éponger son visage avec une tendresse infinie, ses doigts effleurant la barbe naissante sur sa joue. « Vous vous tuez pour une étrangère, Henri. Pourquoi ?» Il soutint son regard, et malgré son état,
une lueur d'intensité traversa ses prunelles, aussi vive que l'éclair. Il attrapa doucement son poignet, arrêtant son mouvement, sa main large et calleuse enveloppant la sienne, fine et pâle. « Plus maintenant » souffla-t-il d'une voix râpeuse. « Vous n'êtes plus une étrangère, Catherine. Je suppose que vous ne l'avez jamais vraiment été. » Ces mots, prononcés dans le silence du crépuscule naissant, eurent l'effet d'une caresse physique. Catherine sentit son cœur manquer un battement. Elle retira doucement sa main, troublée, incapable de soutenir l'intensité de ce qui passait entre eux. Elle s'occupa alors de leur campement, une inversion silencieuse des rôles où elle devenait celle qui veille. Cette nuit-là, allongés près du murmure apaisant de l'eau, ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils partagèrent les restes de nourriture, et Henri, reprenant quelque force, lui montra les constellations qui commençaient à percer le velours noir du ciel. « L'étoile polaire » indiqua-t-il en pointant le doigt vers le nord. « C'est elle qui ramène les marins chez eux. Et les cow-boys aussi. » Mais Catherine ne regardait pas le ciel. Elle regardait le profil d'Henri découpé par la lueur des braises. Elle observait la ligne de sa mâchoire, la courbe de ses lèvres qui souriaient rarement mais sincèrement. Alors que la fraîcheur de la nuit s'installait, une pensée terrifiante et inattendue s'insinua en elle. Demain, ils arriveraient à Lovelock. Demain, ce voyage cauchemardesque prendrait fin. Et pour la première fois de sa vie, l'idée d'être sauvée, de retourner à la civilisation et de quitter cet homme, lui parut plus insupportable que le désert lui-même. Elle réalisa avec vertige qu'elle n'avait jamais été aussi vivante que dans cette épreuve, portée par cet homme sous les étoiles indifférentes du Nevada. La dernière étape du voyage se déroula dans une atmosphère étrange, un mélange de soulagement physique et d'une lourdeur émotionnelle qui pesait sur la poitrine de Catherine bien plus que la fatigue. À mesure qu'ils approchaient de Lovelock, le paysage changeait subtilement. La roche nue et hostile cédait la place à des sentiers battus, et çà et là, des traces de civilisation apparaissaient, une clôture, un abreuvoir, des empreintes de roues récentes. Pourtant, au lieu de se réjouir, Catherine sentait une boule se former dans sa gorge. Chaque pas qui les rapprochait de la ville les éloignait de cette bulle d'intimité sauvage qu'ils avaient créée dans le désert. Le silence entre eux n'était plus celui, apaisé, de la veille au soir, c'était un silence tendu, chargé de tout ce qui ne pouvait être dit à la lumière du jour. Lorsque les premiers toits de Lovelock apparurent, scintillant dans la brume de chaleur, Henri ralentit imperceptiblement l'allure, comme s'il partageait sa réticence. Mais l'arrivée fut inévitable. Ils entrèrent dans la rue principale sous le regard ébahi des habitants. Le spectacle était saisissant. Un homme couvert de poussière, le visage marqué par l'épuisement, portant sur son dos une femme à la robe déchirée, suivie d'un cheval sans cavalier. Les conversations s'arrêtèrent net sur les trottoirs de planches. On chuchotait, on pointait du doigt. Le shérif fut le premier à venir à leur rencontre, brisant le cercle de curiosité qui se formait autour d'eux. Henri, la voix rauque mais toujours empreinte de ce calme inébranlable, expliqua brièvement la situation, l'accident, les morts, la marche forcée. Quelques minutes plus tard, Catherine se retrouva transportée à l'intérieur de la maison du docteur Wilson. L'instant où Henri la déposa sur le divan en cuir du cabinet médical fut pour elle un déchirement physique. Soudain, la chaleur de son corps, l'odeur de cuir et de tabac, le rythme rassurant de sa respiration, tout cela disparut, remplacé par l'odeur aseptisée de l'alcool camphré et la fraîcheur impersonnelle des draps propres. Elle se sentit exposée, vulnérable, et terriblement seule au milieu de ces gens qui s'affairaient autour d'elle. Le docteur, un homme grisonnant aux gestes précis, examina sa cheville en hochant la tête. Une entorse sévère, mais les ligaments tiendront, décréta-t-il en commençant à bander le pied avec méthode. Vous avez eu une chance inouïe, jeune femme. Sans ce garçon, les coyotes se disputeraient vos os à l'heure qu'il est. Catherine tourna la tête, cherchant Henri du regard. Il se tenait près de la porte, son chapeau froissé entre ses mains, le corps raide. Dans ce salon ordonné, avec ses napperons de dentelle et son horloge à pendule, il semblait soudain déplacé, trop grand, trop sauvage, trop sale. Il avait reculé, physiquement et symboliquement. Il reprenait sa place de simple vacher face à une dame éduquée de l'Est. Leurs regards se croisèrent un bref instant, et Catherine vit dans les yeux verts d'Henri un mur se dresser, une barrière de convenance sociale qu'il érigeait déjà pour la protéger, ou peut-être pour se protéger lui-même. Je vais voir pour mon cheval, bafouilla-t-il maladroitement, évitant de prolonger le contact visuel. Reposez-vous bien, Miss Zimmerman. Le retour formel au Miss Zimmerman la frappa comme une gifle. Avant qu'elle ne puisse trouver les mots pour le retenir, pour lui dire que rien n'était plus comme avant, il tourna les talons et disparut dans la lumière crue de la rue,
la laissant seule dans la sécurité froide et silencieuse de la civilisation. Les murs tapissés de fleurs fanées de sa chambre d'hôtel semblaient se refermer sur Catherine comme une prison de velours. Cela faisait maintenant 2 jours qu'elle était installée au Lovelock Inn, entourée de tout le confort que la civilisation pouvait offrir, des draps frais, de l'eau chaude, des repas réguliers servis sur de la porcelaine intacte. Pourtant, jamais elle ne s'était sentie aussi misérable. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, espérant trouver le sommeil, elle ne retrouvait pas le repos, mais le souvenir lancinant du désert. Elle sentait encore le balancement régulier de la marche d'Henri, la solidité de ses épaules, et cette sécurité absolue qu'elle avait ressentie au milieu du néant. Ici, dans le silence ouaté de cette chambre, l'absence de l'homme qui l'avait sauvée résonnait comme un cri. Elle passait de longues heures assise près de la fenêtre, regardant la rue poussiéreuse en bas, le cœur serré par une angoisse qu'elle n'osait nommer. Elle s'était convaincue qu'il était parti. Il l'avait dit, après tout, le ranch ne s'occupait pas tout seul, et une transhumance de bétail partait vers le nord. Il avait probablement quitté la ville à l'aube, disparaissant de sa vie aussi discrètement qu'il y était entré, retournant à ce monde sauvage auquel il appartenait et dont elle était exclue. Un coup discret à la porte la tira de sa mélancolie. C'était Madame Davis, la propriétaire de l'hôtel, une femme ronde et maternelle qui avait pris l'affaire très à cœur. Elle entra avec un plateau de petit déjeuner et un sourire complice qui agaça légèrement Catherine. « Comment se porte notre miraculé ce matin » demanda-t-elle en déposant le plateau. Catherine força un sourire poli. « Mieux, merci. Ma cheville désenfle. » Madame Davis s'attarda, lissant un pli imaginaire sur le couvre-lit. « Vous savez, toute la ville ne parle que de ça. Ce garçon qui vous a porté ? C'est digne d'un roman. Les gens disent que c'est un miracle. » Catherine baissa les yeux vers ses mains jointes. « Il a juste fait son devoir, Madame Davis. C'est un homme d'honneur. » La vieille dame émit un petit rire doucement moqueur. « L'honneur a bon dos, ma chérie. J'ai vu comment il vous regardait quand il vous a déposé chez le docteur. On ne regarde pas un devoir de cette façon. » Elle marqua une pause, puis ajouta comme une pensée après coup, « D'ailleurs, il est encore en ville. Je l'ai aperçu au bureau du télégraphe ce matin. Il paraît qu'il a changé ses plans. » Le cœur de Catherine fit un bond violent dans sa poitrine, manquant de la suffoquer. « Il est encore là ? Je pensais qu'il était parti avec le convoi de bétail. » Madame Davis lui adressa un clin d'œil appuyé avant de se diriger vers la porte. Il semble qu'il avait un télégramme urgent à envoyer à son patron. Ou peut-être qu'il avait une autre raison de traîner par ici. Une fois seule, Catherine resta figée un instant, le souffle court. Virginia City, son poste d'institutrice, ses rêves d'indépendance intellectuelle, tout cela lui parut soudain lointain, décoloré, presque insipide. Une vérité brutale s'imposa à elle, elle ne voulait pas de la vie bien rangée qui l'attendait là-bas si cette vie ne comprenait pas cet homme aux yeux verts et aux mains calleuses. N'écoutant que son impulsion, ignorant la douleur aiguë qui se réveilla dès qu'elle posa le pied par terre, elle saisit les béquilles que le médecin lui avait laissées. Il fallait qu'elle le voie. Il fallait qu'elle sache. Elle traversa la chambre avec une détermination féroce, chaque pas étant une victoire sur la douleur et sur la peur de le perdre définitivement. Ce soir-là, le petit restaurant de l'hôtel semblait baigné d'une lumière différente, plus douce, presque complice. Catherine avait passé 1 heure à tenter de redonner une allure présentable à sa seule robe rescapée, celle-là même que Madame Davis avait raccommodée avec une patience d'ange. Les cicatrices du tissu étaient visibles, tout comme celles de son âme, mais elle les portait désormais avec une sorte de fierté silencieuse. Lorsqu'elle descendit, s'appuyant encore lourdement sur ses béquilles, elle trouva Henri qui l'attendait près de l'entrée. Le choc fut physique. Débarrassé de la poussière du voyage, rasé de près, ses cheveux sombres encore humides et peignés en arrière, il était d'une beauté brute qui lui coupa le souffle. Il portait une chemise blanche propre, dont le col rigide semblait le gêner légèrement, mais qui soulignait la largeur impressionnante de ses épaules. Il se leva précipitamment à son approche, tirant sa chaise avec une maladresse touchante. « Vous êtes ravissante, Catherine, » dit-il, sa voix trahissant une émotion qu'il tentait de dissimuler sous la politesse. Le dîner commença par des banalités, un échange courtois sur la qualité du steak et la météo, un contraste frappant avec leur conversation vitale et dépouillée sous les étoiles. Mais très vite, cette façade sociale se fissura. Loin de l'urgence de la survie, ils se découvrirent des affinités inattendues. Henri parlait avec passion de la terre, de sa vision d'un ranch qui respecterait les saisons plutôt que de les combattre. Catherine, à son tour, évoquait la musique, les concerts de Boston qui lui manquaient,
et vit les yeux d'Henri s'illuminer d'une curiosité sincère. Puis, inévitablement, l'ombre du départ s'invita à leur table. Henri posa ses couverts, son visage reprenant cette expression sérieuse qu'elle connaissait si bien. La diligence pour Virginia City part dans 3 jours, commença-t-il doucement, fixant son verre d'eau comme s'il contenait les secrets de l'univers. C'est une ville riche. Ils ont besoin de gens comme vous. Des gens instruits. Vous y aurez une belle vie, une position respectée. C'était le discours d'un homme raisonnable, d'un homme qui s'efface par devoir. Catherine sentit son cœur se serrer. Elle poussa son assiette, l'appétit coupé net. Une belle vie ? Répéta-t-elle, goûtant l'amertume de ses mots. Elle leva les yeux vers lui, décidant en une fraction de seconde de jouer le tout pour le tout. Je croyais savoir ce que je voulais en quittant Boston, Henri. Je voulais l'aventure, l'indépendance. Mais ce que je pensais vouloir, ça sonne creux aujourd'hui. Henri la regarda intensément, attendant la suite, son corps tendu par l'attente. Qu'est-ce qui a changé ? Demanda-t-il d'une voix rauque. Catherine prit une profonde inspiration, sentant le rouge lui monter aux joues, mais refusant de baisser le regard. C'est moi qui ai changé. Ces 3 jours dans le désert, ils ont brûlé la femme superficielle que j'étais. Je ne suis plus sûr que Virginia City soit ma place. Elle hésita, puis ajouta, la voix tremblante, je ne suis plus sûr de vouloir aller quelque part où vous n'êtes pas. Le silence qui tomba sur la table fut assourdissant. Henri sembla encaisser le coup. Lentement, ignorant les regards potentiels des autres clients, il tendit sa main par-dessus la nappe blanche et recouvrit celle de Catherine. Sa paume était chaude, rugueuse, incroyablement vivante. Je ne suis qu'un homme simple, Catherine. Je n'ai pas grand-chose à offrir à part mes bras et ma parole. Mais, il serra doucement ses doigts. Ce voyage m'a changé aussi. Plus que je n'osais l'admettre. Je ne peux pas imaginer repartir vers le nord en sachant que je vous laisse derrière. Dans cet aveu maladroit, prononcé au milieu du tintement de la vaisselle et des conversations feutrées, Catherine entendit la plus belle déclaration d'amour qui soit. 10 jours plus tard, alors que le soleil commençait à descendre sur les montagnes pourpres, Henri emmena Catherine pour une promenade à l'orée de la ville. Ils s'arrêtèrent sous l'ombre bienveillante d'un peuplier, là où le désert semblait enfin faire la paix avec la civilisation. Henri tourna son chapeau entre ses mains, un geste nerveux qui trahissait son calme apparent. Il lui parla d'un télégramme reçu la veille. Le propriétaire du Diamond Bay cherchait quelqu'un de confiance pour gérer une nouvelle parcelle près de Lovelock. Ce n'était pas la grande aventure de l'Ouest sauvage, c'était une vie de travail, de patience et d'ancrage. Il prit une profonde inspiration, plongeant son regard dans celui de Catherine. « Je sais que c'est soudain », commença-t-il, la voix vibrant d'une vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à elle. « Je sais qu'il y a 1000 raisons pour qu'une dame de Boston ne lie pas son sort à un homme comme moi. Mais quand je vous portais sur mon dos, Catherine, ce n'est pas seulement votre vie que je sauvais. C'est la mienne qui prenait enfin un sens. » Il s'agenouilla, ignorant la poussière sur son pantalon neuf. « Catherine Zimmerman, me feriez-vous l'honneur extraordinaire de devenir ma femme ?» Les larmes aux yeux, le cœur débordant d'une certitude absolue, Catherine accepta, sachant que Virginia City n'avait jamais été sa véritable destination. Ils se marièrent 2 semaines plus tard dans la petite église de Lovelock. Toute la ville assista à la cérémonie, touchée par la légende de l'institutrice et du cow-boy. Ce soir-là, alors qu'ils franchissaient le seuil de leur modeste cabane, Henri la souleva dans ses bras avec un sourire tendre. « Pas de 30 kilomètres cette fois, Madame Blackwell », plaisanta-t-il doucement. Catherine enfouit son visage dans son cou, respirant cette odeur familière qui était désormais celle de son foyer. « Je marcherai 1000 kilomètres juste pour être ici, avec vous, » répondit-elle. Les années passèrent, transformant le désert aride en un jardin fertile. Catherine fonda la première école de la région, tandis qu'Henri faisait prospérer leurs terres. Ils eurent des enfants, James, Elizabeth, puis Michael, qui grandirent en écoutant l'histoire de la diligence brisée comme on écoute un conte de fées. 20 ans plus tard, jour pour jour, Henri et Catherine retournèrent à cheval sur les lieux de leur rencontre. Leurs cheveux étaient désormais striés d'argent, et le paysage avait changé, parsemé de fermes et de barrières. Ils campèrent près du même ruisseau où ils avaient partagé leur première nuit à la Belle Étoile. Assis près du feu, Henri prit la main de sa femme, ses doigts caressant sa peau avec la même révérence qu'au premier jour. « Des regrets ?» demanda-t-il en regardant les flammes. Catherine tourna vers lui un visage sur lequel le temps avait tracé les lignes d'une vie heureuse. « Aucun », répondit-elle fermement. « Cet accident fut la plus grande chance de mon existence. » Sous la voûte céleste immuable du Nevada,
Elle réalisa que le véritable voyage n'avait pas été cette marche éprouvante de 2 jours, mais ces 2 décennies d'amour partagé. Ce qui avait commencé par une tragédie s'était achevé en une destinée magnifique, prouvant que parfois, il faut tout perdre pour trouver l'essentiel. Si cette histoire d'amour et de résilience vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants, et à la partager avec ceux qui croient encore à la force du destin. Merci de nous avoir écoutés.